fait avec amour et préparé avec amour. C'est binge audio, quoi. Salut, c'est Thomas Rozek. J'en parlais dans l'épisode précédent au sujet de Bill Gates. Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce faite par les laboratoires Pfizer des avancées concernant leur vaccin contre le coronavirus qui nous empoisonne la vie depuis 10 mois, cette annonce donc, même si elle attend encore d'être confirmée par des résultats scientifiques plus détaillés, a eu comme effet de réveiller l'une des cohortes les plus déterminées de la grande famille des complotistes, les anti-vax. Les opposants à la vaccination qui, avant même la pandémie, avaient déjà tendance à gagner en nombre et en succès médiatique, notamment du fait de l'extension en France très controversée de la vaccination obligatoire des enfants. À ce sujet, nous avions consacré un épisode, c'était en janvier 2019, dans le monde d'avant, donc forcément, vous n'y trouverez pas trace de la situation actuelle. Mais ce qu'il s'y disait à l'époque continue de prendre énormément de sens, aujourd'hui encore. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous le faire réécouter. Bienvenue dans Programme B. Et dans cet épisode, ils étaient deux à s'exprimer, dont le docteur Christian Lehmann, un habitué des lieux de Puy, dont c'était la première apparition. Mais avant, la parole est à l'historien Laurent-Henri Vigneault, co-auteur avec l'immunologue Françoise Salvadori d'un livre passionnant qui s'appelle Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, c'était le sous-titre et c'était paru aux éditions Vendémiaire. À l'époque, donc, j'avais demandé à Laurent-Henri Vigneault de nous re-raconter les racines de l'antivaccinisme. Dès qu'il y a eu des vaccins, il y a eu des anti-vaccins. Et même, il y a eu des anti-vaccins, si on peut dire ça comme ça, avant même qu'il y ait eu des vaccins, puisque la polémique a débuté avec le premier procédé permettant une immunisation, qui était le procédé de l'inoculation. Alors, si on a 5 minutes pour expliquer la différence entre vaccination et inoculation, mais pour continuer à répondre à votre première question, on a tendance aussi à se dire que cette attitude, ce mode de pensée est typique de nos époques, de notre époque liée à Internet, au complot généralisé, à l'expertise horizontale, donc au phénomène des réseaux sociaux, etc. En réalité, effectivement, l'opinion, si on peut dire ça comme ça, l'opinion anti-vaccin est une opinion très ancienne. Et elle a adopté aussi très tôt des moyens, entre guillemets, modernes de propagande. Il y a notamment un cas qui est frappant dans votre livre, c'est le cas de Pasteur. C'est vrai que Pasteur, vu de notre époque, c'est une figure tutélaire, un peu incontournable. C'est un scientifique, c'est parmi les plus grands scientifiques qu'a connu la France. Et on découvre, ou on redécouvre, si tant est qu'on était au courant, à quel point lui a été cible de critiques extrêmement violentes à l'époque de ses créations. Oui, d'ailleurs, le livre est parti de là, puisque nous avons travaillé avec ma collègue biologiste Françoise Salvadori sur des archives liées à Pasteur, des archives familiales, en fait, dans sa maison d'Arbois. Et c'est en consultant ces archives qu'on s'est aperçu que Pasteur avait conservé un certain nombre de coupures de presse, de lettres ou de livres qui lui étaient très hostiles. Mais hostiles à un point qu'on ne pouvait pas imaginer aujourd'hui, effectivement, compte tenu de la personnalité un peu mythique qu'il est devenu. Alors, c'est vrai que les historiens savaient, nous, on n'a pas fait véritablement une découverte de ce point de vue-là, donc, mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait un mouvement anti-vaccin, enfin, il y avait un mouvement anti-Pasteur, et notamment ce mouvement anti-Pasteur, il se déclenche au moment où Pasteur commence à travailler sur les vaccins. D'abord les vaccins vétérinaires. Donc là, il y a une très grosse polémique autour du vaccin contre le charbon, qui est une maladie qui touche les ovins principalement, un peu les bovins aussi. Et ensuite, évidemment, avec le débat sur la rage et donc les recherches qui sont menées dans ce cadre-là. Et donc les arguments sont assez forts. On traite donc Pasteur de truand, de criminel. On l'accuse donc de faire mourir des gens par le biais de la vaccination. Henri Rochefort, qui est un polémiste de l'époque, le décrit comme le chimiste financier. Donc déjà, il y a cette idée. Il y a cette idée du Big Pharma, déjà. Absolument. Alors là, vraiment... On peut peut-être expliquer ce que c'est le Big Pharma. Alors, le dans Big Pharma, des gens. c'est l'équivalent du Big Brother pour la santé. C'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle il y a une coalition, un lobby des industries pharmaceutiques, et que cette industrie pharmaceutique, elle a pour but principal de faire de l'argent, ce qui n'est pas faux, puisqu'on est dans un système capitaliste, donc ce sont les entreprises privées qui cherchent le profit. Peut-être on discutera tout à l'heure du profit à récupérer des vaccins. Mais donc c'est plus fort que cette simple idée d'un profit autour de la santé. Les partisans, si on peut dire, de la théorie du complot entre guillemets du Big Pharma estiment
estiment que les industries pharmaceutiques presque fabriquent volontairement les maladies pour pouvoir ensuite les soigner à prix d'or, etc. Et ça, la première fois que ça apparaît, jusque-là, jusqu'à Pasteur, en fait, les anti-vaccins se sont focalisés contre les vaccinateurs eux-mêmes, ou contre donc les médecins, ou contre l'État qui imposait la vaccination, donc la question de l'obligation vaccinale, qui elle aussi est très ancienne. À partir de Pasteur et de la création de l'Institut Pasteur, on voit apparaître, si on peut dire, une nouvelle branche de l'antivaccinisme qui est contre le profit de l'entreprise pharmaceutique. Voilà. Et donc, notamment autour de l'Institut Pasteur. Comment ça s'est structuré, ce mouvement anti-vaccin, après, dans les années qui ont suivi l'époque Pasteur jusqu'à nos jours ? Alors, en réalité, la structuration précède, puisqu'en fait, la vraie structuration d'un courant anti-vax d'opinion, c'est en Angleterre, avec la création des ligues. Donc, il y a eu plusieurs ligues qui se sont succédées. La Ligue française, elle est beaucoup plus tardive puisqu'elle est née après-guerre. Donc là, on commence à avoir des relations entre les pays, des gens qui s'écrivent et qui s'échangent, etc. Donc par le biais des pamphlets, des traités, etc. Après l'époque de Pasteur, on cherche à, c'est ce que je vous disais à l'instant, toucher le maximum de public. Donc pour ça, on développe des modes de propagande beaucoup plus populaires. Il y a même des manifestations anti-vax à la charnière du 19e siècle et du 20e siècle, des émeutes anti-vax. Ensuite, ça se perpétue après la Seconde Guerre mondiale avec les moyens de communication modernes. Voilà, on utilise tous les moyens, les journaux, toujours les livres. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, il y a les moyens de communication modernes. L'antivax se nourrit beaucoup des facilités procurées par les réseaux sociaux, etc. Mais pour vous donner une seule anecdote qui est dans le livre, que j'emprunte à une historienne qui a travaillé sur ce sujet vraiment de l'antivaccinisme anglais, les antivax anglais, à la fin du 19e siècle, ils prenaient les listes de naissance, les avis de naissance, et ils envoyaient des cartes postales sur lesquelles il y avait un petit dessin qui montrait que le médecin allait frapper à la porte bientôt pour apporter la mort. Et donc les gens recevaient un avis de bonne naissance, si on peut dire, avec, attention, un message. Vous voyez, donc ce type de moyens vraiment de communication apparaît, nous, aujourd'hui, comme très moderne, finalement. On a l'impression que cette méfiance anti-vaccin, elle s'est aussi structurée intellectuellement, dans le sens où les reproches adressés au vaccin ont un peu évolué avec le temps. Comment est-ce qu'ils ont évolué, ces reproches ? Alors, il y a deux réponses possibles qui sont un peu contradictoires. La première réponse, c'est que si on regarde le chapitre 1 du livre, qui est donc sur le procédé de l'inoculation, donc ça, c'est pas tout à fait la vaccination, parce qu'en réalité, dans l'inoculation, ça concerne la variole, on inocule véritablement la variole pour provoquer la réaction immunitaire. Les vaccins tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'invention de Jenner, ce sont des virus ou des bactéries atténuées, donc qui sont pas vraiment la vraie maladie, si on peut dire. Donc du coup, beaucoup moins dangereuse. C'est-à-dire que la mortalité avec l'inoculation est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui avec les vaccins. Mais quand on regarde le débat autour de l'inoculation, en fait, tous les termes sont posés. C'est-à-dire que la question de la vaccination, ça pose des problèmes en termes politiques, en termes éthiques, en termes de droit. Donc, par exemple, il y a un épisode assez connu où le Parlement de Paris, qui était la grande cour de justice de l'époque en France, est amené à se prononcer sur le fait qu'un certain nombre de gens n'ont pas respecté la quarantaine après avoir été inoculés et sont allés fanfaronner à la baignoire d'un théâtre, d'un opéra. Et donc, il y a des particuliers qui portent plainte en disant « ces gens-là nous mettent en danger, ils ne respectent pas ». Vous voyez, donc, on a toutes ces choses-là. Maintenant, il est indéniable que donc toutes les questions sont posées là, notamment la question statistique, puisqu'il y a un débat entre Bernoulli et d'Alembert qui est absolument fondamental pour comprendre s'il faut être pro ou anti-vaccin, quoi. Enfin, d'Alembert et Bernoulli, c'est le débat ultime, si on veut. Et ça, c'est page, je sais plus combien, 40 du livre. Donc. Mais après, il y a une évolution des arguments. C'est-à-dire que à certaines époques, l'anti-vax est plus politique. À d'autres époques, il est plus médical. L'aspect scientifique, c'est-à-dire on ne croit pas à l'efficacité des vaccins. C'est difficile de la maintenir après Pasteur.
Parce que, alors c'est pas tellement Pasteur, mais d'autres chercheurs qui sont ses élèves ou ceux de Corps en Allemagne, comme Metchnikov, qui est un élève de Pasteur, qui est un inventeur de l'immunologie. Donc en fait, jusqu'à Pasteur, il faut bien comprendre qu'on ne sait pas comment. On sait que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Oui. À partir de la science immunologique, on commence à comprendre pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus difficile pour un certain nombre d'anti-vaccins, notamment des médecins anti-vax, de maintenir un discours entre guillemets rationnel contre les vaccins. Donc l'argumentation va rester toujours politique. Elle va devenir, après la Seconde Guerre mondiale, aussi économique. Donc, on revient à Big Pharma, même s'il y avait déjà des précédents. Mais là, dans les années 60, notamment 60-70, on a la rencontre entre l'antivaccinisme et les idées radicales de type anticapitaliste, etc. Donc, on a tout ce combat-là libertaire qui est mené. Et puis, il y a une autre dimension plus particulière aujourd'hui, c'est celle qui est vraiment typique là, de seconde moitié 20e et début 21e, c'est le harcèlement judiciaire. Oui. C'est-à-dire, d'accord, il y a un risque, on nous fait prendre un risque, donc vous allez payer. Alors, quand on dit vous, c'est l'État, les labos, et ça, c'est la question de qui est responsable. Quand il y a un accident, qui est responsable? C'est ça qui aujourd'hui est au cœur des arguments, disons. Pour comprendre l'antivaccinisme aujourd'hui, j'avais envie d'entendre un médecin, parce qu'après tout, ce sont eux qui sont aux premières loges et doivent affronter sur le terrain la potentielle méfiance de leurs patients. Je suis donc allé voir le docteur Christian Lehmann, médecin généraliste à Poissy, par ailleurs écrivain, très actif et très suivi sur les réseaux sociaux, et je lui ai demandé concrètement à quoi tout ça ressemblait, vu de son cabinet de médecine. Je dirais que l'antivaccinisme, c'est l'enfant maudit de la stupidité des politiques vaccinales. Entre autres. Je sais que l'antivaccinisme a une longue histoire, mais de là où je me situe, en 2019, avec 35 ans d'activité de médecine générale au compteur, je vois revenir et remonter des positions antivaccinales ou complotistes, parfois totalement délirantes, qui sont en grande partie la conséquence des fiascos de communication et des oukases politiques des ministres qu'on a eus, que ce soit la catastrophique Roselyne Bachelot, que ce soit Marisol Touraine, Xavier Bertrand, Agnès Buzyn. La dernière connerie en date étant l'obligation vaccinale, qui est le signe d'une faiblesse intellectuelle et d'un déni de responsabilité. Je rappelle comment c'est né, comment on est arrivé là, parce que vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, je vous aurais parlé de ça comme d'un épiphénomène, parce qu'il y avait très peu d'anti-vaccinalisme. Il y avait les gens qui ressortaient l'étude Wakefield et tout, mais je veux dire, bon, ils étaient dans un coin, ils jouaient avec leurs copains et bon. Juste une parenthèse à ce sujet. Le rapport Wakefield doit son nom à son auteur, Andrew Wakefield, un médecin britannique qui a affirmé à la fin des années 90 avoir trouvé des liens entre le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, ce qu'on appelle le vaccin ROR, et l'autisme, une étude qui depuis a été discréditée par la communauté scientifique, qui non seulement n'a jamais pu reproduire les résultats de Wakefield, mais a en plus prouvé que ce dernier agissait sans doute à des fins mercantiles pour lancer une entreprise qui lui aurait rapporté gros. Voilà, fin de la parenthèse, retour à Christian Lehmann. On a eu l'épisode hallucinant du fiasco des vaccinodromes Bachelot en 2009. Donc je rappelle rapidement comment ça se passe. Début d'année 2009, on se rend compte qu'il y a une grippe apparemment plus violente, plus sévère que d'habitude, qui touche l'hémisphère sud, en particulier l'Amérique du Sud, et que certains des patients qui sont gravement touchés d'emblée sont des patients jeunes en bonne santé, à la différence de ce qu'on voit habituellement. On craint donc une épidémie, branle-bas de combat dans le monde entier, l'Organisation mondiale de la santé, on demande au laboratoire de vite faire un vaccin qui est fait dans des conditions de précipitation importantes. Et puis,
à la fin de l'été 2009, alors que la grippe n'est pas encore arrivée dans l'hémisphère nord, on se rend compte que les premiers, ceux qui lisent la presse internationale, médicale, se rendent compte que finalement, ça a l'air moins grave que prévu. Les Anglais qui veulent faire des essais sur les vaccins qu'ils ont fabriqués se rendent compte que les gens qui viennent les voir en disant « ça va, je suis indemne, je voudrais participer à l'effort de guerre, donc vaccinez-moi », ah ben non, vous avez des anticorps. Vous avez été en contact avec ce virus pendant l'été sans même vous en être rendu compte. On se rend compte donc que cette grippe, elle va être un petit peu comme les autres. On essaye de freiner, mais c'est pas possible. Il y a une commande politique qui a été faite de faire des vaccins en vaccinodrome et tout. Donc il va y avoir un discours totalement alarmiste. On va tous mourir, avec des experts qui passent à la télévision. Si vous vaccinez pas vos enfants, vous êtes des dingues. Et puis surtout, ne vous vaccinez pas chez votre médecin généraliste qui vous vaccine depuis 30 ans parce qu'il est incapable de tenir la chaîne du froid. Donc il y a une espèce de délire qui se met en place. Les gens essayent d'aller se faire vacciner, se rendent compte que c'est dans des conditions bizarres, ils arrêtent. Et puis finalement, cette année-là, il y a autant de morts de la grippe que les autres années, peut-être même moins. Et on se rend compte qu'on nous pipote avec des chiffres hallucinants sur des dizaines de milliers de morts, quand au final, quand on regarde, il y en a à peu près entre 425 et 450 cette année-là qui sont liés à la grippe. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu des décès, il y en a eu. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu des gens jeunes qui ont eu des grippes foudroyantes qui ont nécessité réanimation, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une totale discordance entre ce qui aurait pu être faisable si on avait suivi la science, c'est-à-dire une vraie alerte, une grosse inquiétude, des politiques qui commencent à se mettre en place, et puis la réalité scientifique avance. Dès la fin du mois d'août, on voyait que les articles sortaient, que ça n'avait pas l'air d'être aussi grave que ça. Il aurait fallu revenir en arrière, mais c'était pas possible, parce que quel est le politique qui est capable de se dédire ? Surtout s'il a signé des contrats mirifiques avec une industrie qui va demander des comptes. Donc on a eu ce fiasco, et à partir de là, la vaccination antigrippale s'est cassée la gueule et a chuté. Et puis il s'est passé deux autres choses qui sont super importantes. Il y a eu une concertation sur les vaccins parce que, soi-disant, les Français se vaccinaient moins. En fait, ils se vaccinaient moins parce que ce que le pouvoir politique refusait de dire, c'est que des vaccins usuels étaient parfois, ces dernières années, manquants pendant des semaines ou des mois. Donc, vous pouvez pas avoir un pourcentage de gamins de 2 ans qui ont eu leurs 2 injections rougeole, oreillon, rubéole avant 24 mois. Si le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, vous pouvez pas l'avoir. On va pas les vacciner avec de la pisse d'âne. Donc, on se base sur un manque de vaccins qui est lié à l'incompétence des politiques publiques pour faire en sorte que ces vaccins soient proposés. Et on en déduit que c'est la faute des Français, qu'il faudrait leur serrer la vis. Donc, en 2016, Marisol Touraine dit « Je vais faire une grande concertation nationale pour renforcer la confiance dans le vaccin. » Déjà, s'ils étaient disponibles, peut-être que les gens auraient confiance. Si ta prédécesseur, je sais pas, si Roselyne Bachelot avait pas foiré totalement la grippe H1N1 en faisant de la com, on n'en serait peut-être pas là. Donc, ils font un jury citoyen et ils font un jury de professionnels de santé. Donc ces gens travaillent sur le sujet. Le jury citoyen dit « obligation, pas obligation, on ne tranche pas ». Le jury des professionnels de santé, c'est-à-dire ceux qui vont vacciner, dit « on est contre l'obligation et on vous demande de même retirer l'obligation sur les 3 vaccins qui sont obligatoires ». D'accord ? Pourquoi ? Parce que la vaccination, c'est un acte de santé publique, mais c'est aussi un acte de responsabilisation individuelle. Nous, on préfère parler aux gens, les convaincre, qu'ils se rendent compte qu'on fait ça pour leur bien et que ça tombe pas d'en haut un diktat, etc. Donc, ces documents sont donnés au comité d'experts qui est censé être indépendant. Et le professeur Fischer, tout seul, dans sa superbe, dit il va falloir obliger. Il va contre le jury citoyen, il va contre le jury de professionnels de santé qui va absolument dans le sens, mais il fait là où le gouvernement lui a dit de faire. Et pourquoi le gouvernement lui a dit de faire ça ? Parce qu'il y a des parents anti-vax qui ont dit il n'y a que le DT et polio qui sont obligatoires. Or, on ne trouve pas de DT polio. Donc, ils ont fait un recours en Conseil d'État. Le Conseil d'État a mis le gouvernement en obligation de rendre disponibles les vaccins obligatoires. Étant incapable de rendre disponibles les vaccins obligatoires, le gouvernement choisit de rendre tous les vaccins obligatoires, comme ça les gens seront obligés de prendre ce qu'on leur donne. Je suis pas en train de sortir un truc complotiste, c'est la réalité. Elle est d'une bêtise si terrifiante. Et j'ai fait partie de ceux qui, tout en vaccinant depuis des années,
comme par exemple le Collège national des généralistes enseignants, qui est l'autorité société savante des généralistes, a dit d'emblée, comme moi, comme mes collègues, l'obligation vaccinale, ça va être un fiasco. L'obligation vaccinale, c'est un truc orwellien. C'est comme La guerre, c'est la paix de Orwell dans 1984. C'est l'obligation créera la confiance. Mais ça sort d'où ce délire, Agnès ? Je veux dire, depuis quand on oblige les gens, on va leur donner confiance ? Non, l'obligation signe le fait qu'on est plus crédible, et que comme on est plus crédible, on est obligé de tordre le bras des gens dans le dos. Et c'est très intéressant ce qui se passe, parce que ce qui se passe avec les vaccins, c'est... alors même que je ne suis pas un anti-vax du tout. Hein. Ce qui se passe avec les vaccins, c'est la même chose que ce qu'on voit avec ce qui se passe avec les politiques publiques, les politiques gouvernementales et les gilets jaunes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens qu'il faudrait faire ceci et ça ? Non, on va passer une loi en force et ils vont se la prendre et ils vont fermer leur gueule. Et le jour où ça explose, on se retrouve avec les villes à feu et à sang, les ronds-points bloqués, etc. Et tout, parce qu'on a poussé, on s'est dit, c'est même plus la peine de faire de la vraie politique, c'est-à-dire de la politique noble, de la politique adulte, qui serait de parler aux gens, de leur expliquer. On va les forcer et l'obligation créera la confiance. Non, l'obligation créera les gilets jaunes. Et en médecine, c'est la même chose. Je veux dire, nous, on est médecins, les gens viennent nous voir avec la confiance du fait qu'on est censé essayer de les aider, de les soulager, de partager avec eux les décisions, de discuter. On n'est pas le bras armé aveugle d'une politique de santé publique si on va contre cette politique de santé publique, si on n'est pas d'accord. Or, on nous transforme en simple exécutant, et en nous transformant en simple exécutant, on diminue la confiance que les gens ont en nous. Moi, je pense que les choses se sont aggravées pour les médecins avec l'obligation vaccinale. Ça me fait penser à ce mot qu'avait dit Mélenchon quand il y avait la grippe H1N1. Il avait fustigé les médecins qui voulaient pas vacciner, etc. Et il avait dit, à propos, parce qu'il était à fond pour le vaccin dans les vaccinodromes, parce qu'il y voyait la résurgence du collectif alors que c'était juste de la connerie, il avait dit devant les campagnes de santé publique, on fait d'abord la campagne, on discute après, pas l'inverse. Elle est fabuleuse, cette phrase. Devant les campagnes de santé publique, on fait d'abord la campagne, on discute après, pas l'inverse. Ben non, du con. On va d'abord discuter, et une fois qu'on aura discuté, en fait, la même chose. C'est-à-dire qu'on a discuté, il y a eu le jury citoyen, j'ai eu le jury professionnel, on a discuté, puis on a donné les documents à des experts auxquels la ministre avait dit « vous me foutez l'obligation », et ils ont mis l'obligation. Et donc on se retrouve un jour avec l'ensemble des hommes et des femmes politiques de ce pays à des hauts niveaux qui sont discrédités par des prises de position dans lesquelles on a marché sur la tête des gens, et un jour ça se paye. Alors là, ça se paye pour les politiques publiques en général avec les gilets jaunes. Malheureusement, je crains qu'en médecine, ça se paye aussi. Et que là, on voit des papiers passer dans la presse. Oui, mais bon, depuis un an, grâce à l'obligation vaccinale, les chiffres sont meilleurs. Ah ouais, les chiffres sont meilleurs. Oui, les chiffres sont meilleurs. Jusqu'à quand ? Quel est le prix qu'il va y avoir à payer ? Et je dis ça, et je me rends compte, alors que je vaccine des enfants depuis des années contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, que je suis absolument conscient que Wakefield était une absolue crapule et que son pseudo-lien entre le vaccin rougeole, oreillon, rubéole et l'autisme est un foutage de gueule total et qu'il avait de l'argent à se faire derrière. Voilà. Et que j'ai été un de ceux qui, depuis plus de 15 ans, se bat contre... la communication des laboratoires pharmaceutiques, etc. Mais c'est comme si ceux qui essayent d'avoir une position médiane cohérente étaient pris entre deux feux. D'un côté, des délirants complotistes qui vous disent que c'est les juifs, francs-maçons, illuminati, reptiliens qui veulent tuer la planète en vaccinant tous les mômes. Et de l'autre côté, un gouvernement qui dit « mais on veut pas savoir ce que pensent les gens, on n'a pas besoin qu'ils vous croient, on n'a pas besoin qu'ils aient confiance en vous, on a édicté une loi, vous la suivez et ils la suivent ». C'est juste aberrant.
Alors le remède est-il pire que le mal ? Est-ce que l'obligation ne va pas finalement faire que renforcer la méfiance ? Il est encore évidemment trop tôt pour le mesurer avec précision, mais on ne manquera pas, si l'occasion se présente, d'y revenir. Merci à Laurent-Henri Vigneault et Christian Lehmann pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.